On ne prévoit pas ce qui se passe. La loi, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce cas? Théoriquement, Théoriquement parlant, Oui. naturellement, le choix de la constituante peut être par des candidatures et ou bien que vous savez, si on retourne à peu près à la Révolution française, on avait choisi 1200 candidats à l'époque pour fonder, pour créer, pour instaurer la nouvelle constitution. Ça a été choisi à l'époque par les chefs de la Révolution. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, une assemblée des peuples aujourd'hui dissoute et un Conseil suprême des forces armées qui accomplit le pouvoir. Donc, c'est selon les règles qu'il va définir dans la nouvelle déclaration qu'on saura le mode de désignation. Mais qui va mettre ces règles? En tout cas, c'est la déclaration constitutionnelle. Oui, qui va la rédiger? Le Conseil suprême des forces armées a ses juristes qui se chargent de la rédaction. Oui. Bien évidemment, il y a des profs de droit constitutionnel. Oui. Donc c'est eux qui vont définir dans la... En effet... Le Conseil consultatif aussi de M. Samah Hachour et ses collègues il a son rôle à jouer. Et M. Aboulmak, je veux dire, on a de gigantesques juristes. En tout cas, nous avons notre collègue, Samah doit le prendre. Nous avons avec nous notre collègue Ahmed Hosni qui nous parle d'Alexandrie. Ahmed, bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous de ce qui se passe chez toi, le taux d'afflux, toutes sortes de... Alors, toutes sortes d'informations, oui. Alors, en ce qui concerne le taux de participation, aujourd'hui, il est beaucoup moindre qu'hier. Alors, hier, on avait quand même un taux d'affluence, je dirais, beaucoup plus élevé. Les gens venaient depuis tôt le matin, depuis que les bureaux de vote ont ouvert à 8h30, à 8h15 grand maximum, de 8h à 8h15 grand maximum. Donc les gens faisaient déjà une file d'attente. Et d'ailleurs, quand j'avais eu le gouverneur d'Alexandrie avec moi hier, il était étonné quand même de voir le nombre de participations. Il a dû lui-même faire une longue file d'attente pour attendre, pour aller voter. Donc hier, je dirais un taux de participation élevé. Aujourd'hui, bon, paradoxalement, les gens sont c'est beaucoup moins présent dans les bureaux de vote. Alors peut-être est-ce que c'est la chaleur ou est-ce que c'est le fait que les électeurs, ceux qui avaient l'intention de voter, ont finalement se sont décidés le premier jour et le deuxième jour, bon, il n'y aurait plus personne. On ne sait pas encore, est-ce que c'est la chaleur qui fait ça? On ne sait pas encore. De toutes les façons, peut-être que durant le cours de la journée, la donne va changer. Oui, et concernant les tranches d'âge, on parle que, par exemple, à Damiette et à Tanta, le taux d'âge, c'était plus allant dans les 45 à plus que moins que 45. Les tranches d'âge chez toi, c'est comment quand même dans la fluctuation? Oui, c'est vrai, c'est exactement la même chose à Alexandrie. Ce qui est assez drôle, peut-être, je dirais, c'est que la tranche d'âge élevée est beaucoup plus enthousiaste à aller voter que les plus jeunes. Alors bon, si on essaie d'analyser la situation, il y aurait deux raisons. Alors la première, c'est bien sûr cette fameuse amende qui fait bouger certaines personnes. Donc la menace d'avoir une amende pour ne pas avoir voté, bon, a encouragé certains, ou plutôt obligé certains à aller voter. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui sont convaincues que leur vote, leur voix doit changer les choses. Il y a un des électeurs qui m'a dit que, bon, il était très âgé, il m'a dit que moi je ne vivrai pas longtemps et je voudrais que le futur du pays soit assuré pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc il y a certaines personnes quand même qui viennent avec l'intention de choisir un électeur qui leur convient, qui leur semble le plus adéquat, le plus à même à rétablir l'ordre et à redresser le pays. Donc vous avez, je dirais, différents clans. Et c'est vrai que la tranche d'âge âgée est beaucoup plus enthousiaste que les jeunes. Parfait. Et concernant la sécurité, le dispositif de sécurité chez toi? La sécurité est s'assurer donc ici, donc dans le gouvernorat qui est traversé par la mer Méditerranée, que ce soit à Marsa Matrouf par exemple, Alexandrie ou Beheira, s'ils sont assurés par les forces maritimes.
Donc l'armée maritime assure aux côtés du ministère de l'Intérieur la sécurité. Chacun se complète, puis il n'y a pas vraiment de travail à part et chacun a ses forces de sécurité. C'est-à-dire que par exemple l'armée maritime, elle a des forces spéciales en cas de troubles majeurs. Il y a des soldats qui sont postés dans les bureaux de vote et qui sont à l'intérieur du bureau de vote, puisque vous savez que le ministère de l'Intérieur, les policiers n'ont pas le droit d'être à l'intérieur du bureau de vote. Donc c'est l'armée qui assure donc la sécurité à l'intérieur. Et donc vous voyez, chacun se complète au point de vue sécurité et cela se voit. Il n'y a pas eu de grands troubles. Parfait, merci Ahmed Hosni. On va retourner te revoir plus tard dans la journée certainement. Et à présent, ça se répète le même scénario quand même, malheureusement. Les tranches d'âge. Oui. C'est une sorte de déception, comme l'a dit mon collègue il y a quelques instants. Et je pense que les jeunes estiment que les fruits escomptés après une année et demie ne sont pas à la hauteur des efforts déployés. Donc ni ce candidat ni l'autre correspond à l'attente des jeunes. Pour une révolution de ramener ces fruits quand même, ça ne va pas durer 1 an ou 1 an et demi, ça dure des années pour vraiment sentir les fruits de cette révolution. C'est le personnage qui représente la révolution qui fait défaut dans la vie des jeunes, à savoir, ils considèrent qu'aucun des deux candidats est à la hauteur de la responsabilité qu'il devra assumer en Égypte par la suite. Et par conséquent, ils préfèrent de ne pas y aller au vote. Donc c'est une sorte de sanction et peut-être comme parce que vous savez, les événements de ces derniers jours ont fait en sorte qu'il y a un sentiment de perplexité. L'arrêt de la semaine dernière et l'arrêt de... Voilà. Donc les médias ont joué également sur cela et les jeunes ont été influencés et dans ces conditions, c'est la perplexité. Oui. Imaginez, moi-même, je suis resté perplexe pour des longues périodes. Qui dois-je choisir? Et du coup, on ne parle plus du procès du président déchu, de ses conditions, de ce qu'il va entreprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Monsieur le représentant c'est-à-dire que M. Morsi a déclaré que je mettrai l'ex-président en prison jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui n'est pas légal parce que comme ça, il va prendre en charge l'autorité législative ou bien le jugement et les décisions de la Cour. Donc il n'y a pas lieu de dire ça. C'est-à-dire au cas où le président déchu entreprend quelque chose à la Cour de cassation? Oui, mais il décide de remettre de revoir... De garder en prison à vie, jusqu'à la fin de sa vie. Donc ce n'est pas... C'est pour acheter les voix des familles des martyrs. Non, mais même c'est une décision qui ne reviendra pas au prochain président. Je veux dire, le président n'a pas d'autorité juridique. Oui, effectivement, mais il a dit que je serai capable de repunir l'ex-président et ses collègues. Comment il a lancé un peu de doute sur le sujet de comment libérer les hauts responsables. Non, mais outre ces déclarations de M. Morsi, que se passe-t-il avec l'ancien président maintenant? Pour le moment, je pense qu'il est en son état de santé s'est aggravé. C'est aggravé ou c'est stabilisé? De nos jours, il s'est stabilisé un tout petit peu. Oui, mais c'est un peu délicat, c'est-à-dire que l'âge, sa santé même, on risque d'une minute à l'autre à dire que voilà, il est parti, il a vécu. Parce qu'on a entendu dire que son état s'était stabilisé. Vous savez, il y a eu une dégradation de son état de santé suite à l'arrêt rendu, au jugement rendu. Et ensuite, la commission médicale est rendue sur place et on a entendu que sa situation commence à s'améliorer. Que vous me dites,
pourquoi on n'entend plus parler de lui? On dit, en effet, le plus important pour l'Égypte aujourd'hui, c'est le choix du nouveau président et non pas le passé d'un président qui est actuellement en train d'accomplir ou d'effectuer une peine qui a été prononcée à son encontre. Au sujet des déclarations faites par un candidat, à savoir que l'ancien président restera à vie en prison, c'est justement une décision, un avis qui lui revient pas, qui n'a pas de fondement. Donc vous vous rappelez à peu près également de ce qui s'est passé en France à l'époque d'un certain Maurice Papon qui était condamné en France pour des crimes commis contre l'humanité à l'époque des nazis, contre les juifs. Oui. Et il a été condamné à 95 ans à peu près, pendant les années 2000-2002. Il est rentré en prison quelque temps et vite fait, une décision de libération conditionnelle a été décidée par la justice française. De la Cour de cassation? Pour son état de santé, oui. Par l'autorité judiciaire compétente. Oui. Donc c'est pour l'état de santé de ces condamnés qui a dépassé 95 ans qu'on a décidé de le libérer afin qu'il ne risque pas la mort à cause de la prison. Je pense que, d'ailleurs, Moubarak l'a fait à l'époque où il était au pouvoir, en faveur d'Ayman Nour et quelques représentants des frères musulmans. Donc, un détenu ou un condamné peut, juridiquement, même en droit égyptien, bénéficier d'une libération conditionnelle s'il risque la mort à cause de sa maladie tout en restant en prison. Donc c'est juridique. Pour les Égyptiens, donc, le nouveau président n'a pas de pouvoir là-dessus. Tellement qu'il reste emprisonné à vie, ce qui leur importe surtout, c'est la restitution des fonds qui peuvent servir à l'Égypte en cette période où vraiment l'économie a souffert. Donc je veux dire, c'est ça qui leur importe surtout le plus. Mais bon, pour ne pas... Ce sont des déclarations qui se font pour gagner des partisans seulement et influencer les médias. Mais sur le terrain, je ne pense pas que ceci sera réalisé. Bon, maintenant qu'il nous reste 2 minutes avant de terminer, on voudrait savoir, d'après vous, que l'un ou l'autre soit élu, quelles devront être les premières priorités du futur président de l'Égypte? La santé, l'éducation, l'enseignement, la sécurité sociale pour les chances de travail et la sécurité. Pour moi, la sécurité est en premier degré. Cela fait une bonne année et demie que les Égyptiens manquent de sécurité dans le pays. Il faut également travailler sur le terrain du chômage, à savoir faire en sorte que les problèmes du chômage soit plus ou moins réglé, qu'il y a, c'est-à-dire garantir l'égalité des chances. La révolution a eu lieu à cause du fait que nous avons une bonne partie des jeunes Égyptiens sans emploi alors qu'ils sont diplômés. Et je vous dirais, les Égyptiens sont vraiment des gens bons, parce que quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez, ils disent pas on veut des indemnisations de chômage, ils disent on veut travailler. Exactement. Donc il faudra vraiment les faire travailler. Oui, c'est la grandeur de la population égyptienne, la jeunesse égyptienne. Oui. En tout cas, le temps a vite filé. On vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Juste quelques heures pour commencer à voir les premiers indices concernant le nouveau président. On est content d'avoir un président dans tous les cas, puisque de toutes les manières, c'est sûr que les Égyptiens ne retomberont pas dans le même piège, que ce soit avec l'un, que ce soit avec l'autre. On s'attend à une démocratie, à une justice, à offrir justement ces chances de travail pour que ces gens puissent travailler, éduquer leurs enfants, se soigner. Et c'est tout ce qu'on espère retrouver avec le futur président, quel qu'il soit. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie mes invités et je remercie Sama. Merci Nermine. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour notre nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. À demain.